M. Bruno Nguyen, qui travaille il vient de participer à cette remarquable conférence sur les grandes mégapoles et l'eau avant la COP 21 à l'UNESCO. Absolument. Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs, je vais essayer d'aller très vite, essayer de terminer même avant d'avoir commencé, si j'en crois l'agenda. Quelques mots très rapidement sur la famille de l'eau. Je crois que c'était la version française que j'avais envoyée, c'est pas grave. La Water Family de l'UNESCO rassemble à peu près 2000 spécialistes et experts sur tous les thèmes liés à l'eau que l'on peut trouver et qui sont dispersés, comme vous le voyez, un peu partout sur cette map monde. Avec principalement donc en haut à gauche le programme hydrologique international qui est un programme intergouvernemental qui est le plus ancien sur le domaine de l'eau particulièrement, le World Water Assessment Programme qui est basé en Italie et qui produit chaque année le World Water Development Report qui sortira donc comme chaque année la journée internationale de l'eau le 22 mars, UNESCO IHE, donc j'ai un collègue représentant ici, et puis vous voyez sur cette carte les Field Office de l'UNESCO, ainsi que ce qu'on appelle les centres de catégorie 2, qui sont donc des centres avec des accords vis-à-vis de l'UNESCO pour travailler sur les questions spécifiques ici eau, 33 centres, et également 31 chaires de l'eau réparties dans le monde. Alors, quand on essaie de définir la sécurité de l'eau, Water Security, c'est le sujet du programme hydrologique international dans sa version actuelle. C'est donc un équilibre entre les ressources et les usages, avec cette définition que vous voyez ici, qui parle de quantité et de qualité suffisantes et acceptables pour les humains et les écosystèmes, mais également pour assurer la protection des biens et des personnes face aux événements climatiques forts. Ce schéma, vous le connaissez sans doute, a été publié par l'agence Moody's, qui est un schéma intéressant qui montre donc la comptabilité des désastres naturels cumulés sur les différentes années. Et c'est vrai que quand on voit ça, on a du mal à être climato-sceptique, quand on voit l'évolution, particulièrement sur les parties vertes qui correspondent aux inondations et les parties bleues qui correspondent aux ouragans, aux tempêtes. Donc la sécurité de l'eau, c'est un élément très important dans le contexte du changement climatique qui va malheureusement dégrader toutes ces situations. Alors quelles sont les conséquences que l'on peut attendre? Nous sommes dans un contexte de population qui croît encore, à certains endroits de façon très forte, notamment en Afrique. Les besoins en eau pour l'agriculture et pour l'industrie vont être importants à l'avenir, pour l'industrie surtout pour la production d'énergie. Et on estime que 50% d'eau, des besoins en eau douce seront supplémentaires, seront nécessaires d'ici 2050. Plus et plus fréquemment de désastres naturels, les inondations, on en a parlé, des situations qui temporellement représentent une variabilité avec éventuellement de façon saisonnière des ressources en eau qui sont très limitées. Pour mémoire, dans le livre donc, qui a été produit concernant les mégapoles, l'eau et le changement climatique, un des effets du changement climatique sur Paris que l'on attend, ce sont des baisses de 20 à 30% des débits d'étiage sur la Seine. Donc ça donne une idée des évolutions, même si Paris et la France ne sont pas les pays, les endroits les plus touchés par ces évolutions du changement climatique. La pollution, bien évidemment, des eaux douces est une question majeure. Et puis donc une compétition accrue entre les usagers et les usages de l'eau. Donc face à cela, le développement de l'hydrodiplomatie, quelques chiffres entre les différentes nations qui partagent leurs ressources en eau avec des frontières, avec des voisins, et peut-être un focus sur les eaux souterraines, les aquifères, puisqu'on a presque 600 aquifères souterrains qui sont partagés. La différence, bien évidemment, c'est que c'est moins visible que l'eau de surface, d'où des grosses difficultés à essayer de travailler. Face à cela, je rappelle quand même qu'il y a une question importante aussi à adresser, qui est sensible au niveau de l'UNESCO, c'est le fait que les femmes et les enfants sont 14 fois plus susceptibles de mourir que les hommes lors de désastres naturels. Et puis vous avez ce programme intéressant qui a été
été développé à l'UNESCO qui s'appelle PCCP, qui veut dire From Potential Conflict to Cooperation Potential, spécifiquement sur la coopération dans le domaine de l'eau. C'est un élément intéressant. Pour que cette diplomatie de l'eau, cette hydrodiplomatie se développe, eh bien, il faut des outils. L'UNESCO travaille notamment sur un projet qui s'appelle ISARM, qui signifie Internationally Shared Aquifer Resource Management Programme, qui fait l'inventaire mondial et le positionnement précis des 600 aquifères transfronalières pour lesquels il n'y a aujourd'hui à ce jour que 6 qui font l'objet d'accords. Également, par rapport à la famille de l'eau que je signalais au début, on peut essayer de mobiliser ces éléments, ces forces. Alors, je cite particulièrement 2 centres de catégorie 2, celui qui est situé à l'université de Dundee en Écosse, qui travaille sur Water Law, Policy and Science. Et puis un autre centre de catégorie 2 qui lui est à Stockholm, c'est l'International Center for Water Cooperation pour capacity building pour les diplomates et les scientifiques, spécifiquement sur la question des eaux transfrontalières. Et pour terminer, donc, je vous présente le comité, l'Advisory Committee d'experts internationaux qui travaillent pour l'UNESCO sur le thème spécifique de l'eau et établissement humain. Établissement humain, c'est un mot maintenant qui est passé, mais je pense que habitat humain aurait été meilleur. Et donc, des experts qui regroupent tout un tas de capacités, de connaissances et de compétences qui travaillent ensemble. Sur la photo, il manque 2 personnes, il manque Fadi, et puis il manque Ilan, qui sont également tous les 2 membres de ce groupe. Ilan va nous parler maintenant plus particulièrement du projet que nous avons également lancé suite à une réunion qui a eu lieu il y a 1 an de cela, juste avant la COP21, à l'UNESCO, où nous avions donc rassemblé des maires palestiniens, israéliens et libanais. Voilà. Merci.